J'aimerais parler de cette montagne intimidante, inspirante, attirante. J'aimerais retranscrire ce second souffle que l'on a quand on est plongé dans cette immensité. C'est quoi ton rapport à la montagne? J'allais dire c'est ressourçant pour moi. Même si je suis fatiguée ou je suis agacée ou autre, dès que j'arrive en montagne, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, juste je me ressource. Je me sens chez moi en fait. Je me sens comme si j'étais à la maison, je me sens à l'aise dans les éléments. C'est pas facile le moonwalk en crampon, hein? La montagne pour moi c'est l'école de la vie. Tu apprends autant sur toi, tu apprends sur l'environnement qui t'entoure. Tu apprends tous les jours, en fait. J'ai cru que tu allais te viander la gueule. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été loin de la montagne et de l'alpinisme? Un gros moment de ma vie, quand j'ai eu j'allais dire le refus de pouvoir engager une voie professionnelle en tant que guide de haute montagne. J'ai un peu raccroché tout le côté montagne pendant peut-être 10-15 ans. Je l'ai mis sous cloche. Et quand le diagnostic pour le genou m'a mis un petit peu à mal sur mon autonomie, clairement on réenlève la cloche et là, montagne qui revient quoi. 1, 2, 3, soleil, c'est bon? Oui. Non, j'ai... Redécouvrir la montagne à travers les yeux de Fabienne ne fait qu'agrandir cette soif de liberté. Parce que l'amour des grands espaces est contagieux. Fabienne, je l'ai rencontrée quand elle préparait son expédition pour l'Everest. Et pour vous la présenter, je dirais que c'est une maman de 3 enfants, une infirmière, une alpiniste, et pour moi, c'est surtout une combattante. On a tous une place, qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Fabienne a découvert ses pathologies au cours de sa vie et elle les appelle ses colocs. La première est le syndrome de Lobstein, plus communément appelé la maladie des os de verre, qui lui a valu une 50aine de fractures. Alors la maladie des os de verre a été découverte après la naissance de mon premier enfant. La deuxième est la spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des articulations à cause de laquelle elle a dû être en béquille pendant 2 ans. À ça est souvent associée la maladie de Crohn, qui est une inflammation du tube digestif. Et malheureusement, sa première crise s'est déclenchée lors de son expédition à l'Everest. Ses colocs l'ont mise à terre plusieurs fois, mais c'est avec une force incroyable qu'elle s'est relevée et qu'elle veut continuer autant que possible de rester debout. Debout, en gravissant des montagnes. Et je veux essayer de comprendre pourquoi, malgré tout ça, elle veut toujours retourner dans cet environnement, parfois hostile. On oublie la douleur, on oublie toute l'organisation qui des fois est remplie d'imprévus qui ne sont pas forcément agréables. À partir du moment où on va chercher la sensation qui nous fait tout oublier, je trouve que c'est là qu'on a gagné, quoi. Ouais, de pouvoir poser les yeux sur des choses que déjà je n'ai pas l'habitude de voir, mais que peu de personnes ont eu la chance de voir. Se sentir privilégié de voir tout ça, moi clairement ça me fait oublier tout le reste. En 2023, Fabienne a réussi à gravir l'Everest après 2 ans de préparation. Et elle a vite oublié tout ce que ces 8849 mètres lui ont fait endurer, parce qu'elle est repartie au Népal pour cette fois tenter l'ascension du Manaslu et ses 8163 mètres de roches et de glace, cette fois-ci sans oxygène artificiel. Pourquoi tu voulais monter sans oxygène? Parce que je voulais enlever de l'artifice. Je trouve que déjà c'est très artificiel, entre guillemets, avec les jumards, les cordes. Et rajouter de l'oxygène, en fait, je trouve que ça fait encore moins de contact avec la nature et avec le cadre dans lequel j'ai évolué. Et le sans-ox, pour moi, c'était pour me rapprocher un peu plus de la nature. C'est beau, hein? Cette petite collinette locale. On est le 24 août.
Je pars le 30. Je suis arrivée hier soir après 3 heures de route, 12 heures de travail. Ça, par contre, ça va pas manquer d'enchaîner les trajets. Là, je suis à Fort-Romeu pour la dernière ligne droite de la préparation pour l'hypoxie. En plus de ses séances habituelles de musculation et de cardio, Fabienne a pu avoir accès à la salle d'entraînement hypoxique de Font-Romeu grâce à son partenariat avec le CREPS. Cette salle, qui est étanche, simule le taux d'oxygène selon l'altitude voulue, jusqu'à 7500 mètres. Le but est d'habituer son corps à produire de moins en moins d'acide lactique et donc d'améliorer ses capacités à être efficace dans cet environnement. Côté physiologique, savoir les sensations que moi, ça me faisait, mais eux aussi avaient des capacités à analyser certaines choses comme ce qu'on appelle les lactates. C'est à partir du moment où on oxygène d'une manière différente, on va sécréter des lactates et là, du coup, on va rentrer plus vite avec les paramètres de l'hypoxie. Et c'est des choses que je n'avais pas pu mesurer avant parce que on n'avait pas le matériel et on n'avait pas non plus les connaissances pour. Et après, ça a été aussi la gestion du froid qui m'a pour le coup aussi beaucoup aidée avec l'accompagnement avec un centre de cryothérapie. Donc aller me mettre au frais à moins 90, 6 minutes 30, 2 à 3 fois par semaine, ça a porté ses fruits. Ça n'a pas empêché les gelures, on est d'accord, mais ça m'a permis d'avoir une tolérance au froid qui était beaucoup plus importante et ça m'a permis de ne pas perdre de l'énergie sur la gestion du froid en fait. Après, j'ai pu aussi faire un peu des différents exercices, toucher à des disciplines différentes comme l'apnée en fait. L'apnée sèche parce que du coup on n'était pas en piscine, mais ça a permis en fait d'avoir une préparation un peu plus poussée, à voir un peu toutes les alarmes que le corps peut envoyer à partir du moment où il est en situation de stress et se rendre compte que plus on arrive à gérer cette situation de stress-là, et plus on arrive à pousser les limites, quoi. Les paramètres montrent que je m'adapte vite et que du coup, ça y est, je suis vraiment en dernière ligne droite. Donc maintenant, j'ai hâte de partir et pour avoir hâte de revenir aussi. Ah mais t'es déjà là ? Est-ce que tu peux me raconter ton expédition ? Le croustillant arrive maintenant. Je suis arrivée le 1er septembre au Népal. Le trek commençait pas directement à Katmandou, on a eu 2 jours de 4x4. J'avais l'impression d'être l'orangina où il faut secouer la pulpe pour pas qu'il reste au fond. Voilà, on m'a dit qu'aujourd'hui la route était bonne. Vivement demain. Le trek pour moi a été un peu pénible. Parce que je suis arrivée sur la période à la fin de la mousson, donc c'était très humide. Il pleuvait beaucoup. En fait, on n'avait pas cette possibilité d'avoir une vue en fait, hyper dégagée, de pouvoir profiter du paysage. On était toujours dans une espèce de purée de pois en continu, marcher dans la gadoue tous les jours. Et cette sensation d'humidité sur soi, dans ses vêtements, dans ses sacs, je me suis dit, ça va s'arrêter quand je vais arriver au camp de base. Ça a été une sensation que j'ai gardée pendant les 4 semaines et demie. Tu as fait l'Everest avec Mingmar, ton Sherpa, et tu es retourné faire le Manaslu avec Mingmar. Donc c'était comment les retrouvailles ? On s'est retrouvés directement au camp de base. Et puis après, on s'est vus, on s'est serrés dans les bras. Et puis bien évidemment, la larmichette est arrivée. On a de suite retrouvé notre complicité. Ces moments où on se regarde un peu de loin et il n'y a pas besoin de parler et on sait dans quel mood est l'autre. Ça faisait partie de mon côté confort en fait, de retrouver mon binôme quoi. Et ça devait pas être son dernier 8000 la dernière fois ? Si, mais non. Voilà, ça c'est la météo qu'on a depuis 2 semaines. Et ma petite tente avec un super étalage de chaussettes et de culottes. Ça fait 3 jours que ça essaie de sécher.
C'est complètement trempé. C'est moi qui sèche. Demain, on est censé faire première rotation. Encore plus. Je suis fatiguée, je suis vraiment éclatée, j'en ai envie de tremper tout le temps, n'importe fois. J'ai mon genou droit qui déboule pas parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. C'est un peu compliqué. C'est pas le beau fixe. Et là, on nous a dit qu'on allait faire une première rotation camp 1. À la montée au camp 1, c'est faite tranquillement. Vous voyez que le chemin était un peu long, mais après, voilà, c'est la phase d'acclimatation. On souffre plus le premier passage que la deuxième fois où on passe. Et puis là, clairement, on s'en est pris plein les yeux. Enfin, il faisait super beau ce jour-là. On se prend des bons coups de soleil. Et la deuxième rotation, on est monté un peu plus haut et c'est là que la partie technique a démarré. Parce qu'entre le camp 1 et le camp 2, c'est là qu'on a vraiment des gros murs de glace, de sérac. C'est là qu'il y a eu aussi des premiers temps d'attente. Parce qu'on n'était pas les seuls, hein, donc il y avait d'autres expéditions qui étaient là. Et vu que c'est l'endroit le plus technique, on va dire, de l'expédition, c'est là où ça bouchonne. Donc on a eu jusqu'à 2 heures d'attente dans le froid. Et la nuit au camp 2 a été très compliquée pour moi parce que, une fois de plus, j'étais pas seule. Hein. Il y avait Cron. Ça a été 0 sommeil. Pas de moment vraiment off au niveau des douleurs parce que vraiment j'avais des douleurs, mais des crampes. Même Mingmar était un peu inquiet. Sur le matin, au final, ça s'est un peu tassé. Enfin, clairement, j'ai vidé ma pharmacie. Hein, donc, heureusement que ça s'est tassé avec tout ce que j'avais pris. Et on est parti vers le camp 3. Donc là, je suis partie en me disant, de toute façon, c'est l'acclimatation. Donc, on serre les dents, quoi, et on y va. Et l'arrivée au camp de base, je suis arrivée, j'étais fracassée, quoi. Vraiment, j'avais le genou qui était il était hyper gonflé, j'avais du mal à plier la jambe. Spondie, forcément, hein, pas qu'au genou, hein, elle était un petit peu partout. Et là, on nous annonce 2-3 jours off, donc je me suis dit, t'as 2-3 jours pour te retaper, donc je m'étais mis un peu en mode cocooning. Et je me suis dit, dans 3 jours, de toute façon, j'aurais pas le choix, quoi. Et le soir, en fait, on nous annonce qu'on repart le lendemain, quoi. Et là, je fais, mais c'est une blague, quoi. Je dis, pourquoi si vite, si tôt voilà, c'est la fenêtre météo qui n'était pas très longue. Et soit on saisissait notre chance de partir sur celle-là, soit on partait sur 10 jours off, quoi. Quelle part prend la douleur dans ta vie? Il va falloir plus que 30 secondes pour répondre à celle-là. J'allais dire, c'est pas forcément quotidien, parce que des fois, j'y pense pas du tout. Donc, ça veut dire qu'elle doit pas être tellement là. Et il y a des fois, c'est omniprésent. Pendant l'expédition, je crois que j'ai pas eu un seul jour où j'ai pas eu mal. Cron m'a accompagnée plus ou moins tout le long. Et le côté maladie des ovaires, je me suis pété le poignet au mois de mai avant de partir. Donc j'étais en phase de rééducation. Et les enraidissements de poignets, la main qui se bloque, parce qu'en plus c'était la main droite. Et bonjour, je crois que t'es appelée là-bas. Pas de soucis. Encore c'est plus facile de le soigner à la 4 pattes. Ouais. Faut pas se laisser aller, quoi. C'est vraiment intense, quoi. Je repense à l'Everest, qui avait duré 2 mois et demi. J'ai pas la sensation que ça avait été aussi intense, quoi. Peut-être que j'ai oublié. J'ai gardé que le meilleur, ce qui est possible aussi. Est-ce que tu te considères comme handicapée? J'ai du mal à me dire que je suis handicapée, mais régulièrement, mon corps me le rappelle. Me dit au fait, les colocs sont là, quoi. Et elles sont bien là, quoi. En fait, le mot handicap, pour moi, c'est compliqué, parce que je trouve que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, et même dans la mienne, le mot handicap, c'est
des capacités en moins, avec des fois une force en moins. Et au final, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, que les personnes voilà, qui sont en situation de handicap et qui se lancent dans des défis sportifs ou autres, on arrive à décupler un peu les capacités qu'on a de base. Et je trouve que le handicap, en tout cas la maladie, nous apporte cette vision de la vie qui fait que on a envie de pousser les choses, on a envie de se dépasser, on a envie de sortir de ce contexte un peu de handicap, quoi. J'ai l'impression que ce sommet se dessine un peu comme le reste de l'XP, hyper intensif, quoi. T'as pas le temps de dire ouf, et que déjà, hop, faut que tu te remobilises, faut que t'avances. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que le corps, si tu l'écoutes trop, il te dit stop, quoi. Maintenant, on va aller le chercher, ce sommet, quoi. Et après, je me dis, bon, de toute façon, go, quoi. On part le matin vers 7h30, 8h. Là, c'était arrêt au camp 1. On a eu le temps de se poser. La nuit s'est plutôt bien passée. Les 2 premières rotations allaient faire leur taf, donc du coup, j'étais acclimatée, donc j'ai pu me reposer. Et le lendemain, c'était partir direct camp 3. Donc de nouveau le super mur, de nouveau un peu de monde. Là, Mingmar, sur un des murs, m'a lancé une corde sur la partie, normalement on descend, donc, qui est très lisse. Donc je suis arrivée en haut en crachant mes poumons comme pas possible. Je me suis dit, mais en fait là, j'arriverai. Enfin, c'était une idée de merde, c'était une mauvaise idée, quoi. Hein, Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait beaucoup de monde et en fait, on voyait que les gens étaient fatigués et ils craignaient en fait qu'on perde trop de temps et qu'on puisse pas arriver au camp 3. Et voilà, on a pu monter tranquillement et on s'est retrouvés au-dessus des nuages et là, c'était trop beau, quoi. La nuit se passe plutôt pas mal. Le lendemain, c'était journée un peu récup. Et l'objectif, c'était camp 3 sommet, direct, pas de camp 4. Il y a 2 teams, il y en a qui vont dire bon faut faire des paliers, etc. pour monter. Puis il y en a d'autres qui vont dire moins tu passes de temps en très haute altitude et moins tu auras les effets du MAM, quoi. Et en gros, faut aller en one shot, monter le plus vite pour redescendre le plus vite possible et pouvoir limiter les effets du mal aigu, quoi. I will say good night. See you tomorrow. Yeah. Yeah, cool. Donc le soir, on se fait notre petite popote. J'avais pris mon petit lyophilisé d'Aligo, que j'ai bien kiffé. L'histoire d'avoir un peu quelque chose dans les somas, parce qu'après, quand on part, on sait que les pauses vont forcément être plus rares. Et puis vient le moment de partir pour le sommet. Donc là, j'ai un regain d'énergie. À ce moment-là, j'ai la patate, je suis hyper motivée. Et là, je sors mon petit masque qui réchauffe l'air en fait, pour éviter de me cramer les bronches sur l'hypoxie. Donc on monte doucement, très doucement. Et d'abord, je me fais doubler une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. J'ai pas l'habitude de me faire doubler parce que je marche vite. Et là, je sais qu'il fallait calmer le jeu, donc je dis ok, c'est bon, ils sont sous oxygène, donc c'est normal, ils me doublent, pas de problème. Clairement, j'en bave, mais en même temps, sans ox, pour moi, à ce moment-là, c'est de la liberté, quoi. Absolument. Magnifique. Pour le Manaslu, c'est quoi ton plus beau souvenir? Pour l'Everest, c'était un lever de soleil. Manaslu, c'était le coucher de soleil. J'ai pu prendre le temps en fait, de découvrir vraiment l'environnement qui m'entourait sans ce filtre que nous donne en fait, le fait d'avoir un masque à oxygène. Et au cours d'une pause un peu plus longue, là j'ai dit je vais en profiter, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et quand je me suis tournée, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Cet instant-là me donne vraiment la patate et la niaque pour la suite parce que je ressens plus de douleur, j'ai plus tellement froid, j'ai plus cette sensation d'étouffement qui arrive petit à petit parce que on est à 7000 mètres d'altitude. Je crois que c'est le grand moment du départ, hein? Yeah. Sans ox, tout ça. Écoute, c'est plus qu'à. C'est tout droit, de toute façon. C'est tout droit. Alors, regarde. Faire peur, comme ça, je te vois. Je vois le camp 4, une partie du sommet. Ça va être top. Ça va être top. On va se régaler. On va en chier. Bon, allez, on va en chier, mais on est là pour en chier. Et on prendra plein de plaisir quand même aussi. Yes, of course. Du coup, le soleil se couche de plus en plus. On démarre les frontales. Et quand on démarre les frontales, on se rend compte qu'on est vraiment dans le noir complet.
Et en fait, je me mets dans le mal. J'ai de plus en plus de difficultés à avancer, j'ai des douleurs musculaires absolument partout. Mingmar a déclenché l'oxygène déjà, lui, à ce moment-là. Et régulièrement, il me demande Ox. Et je lui dis non, non, pas oxygène, je veux essayer d'aller plus loin, plus haut. L'objectif pour moi, c'est sommet sans ox, quoi. On avance, et à un moment donné, au loin, quand je relève un peu la tête, je vois des lumières qui bougent. Et je me suis dit, mais pourquoi ça bouge comme ça? Enfin, c'est que des alpinistes, on doit être les uns derrière les autres. Donc en gros, ça va être une grande ligne de lumière. Et j'ai la sensation d'entendre comme de la musique, quoi. Et je me suis dit, mais les mecs, ils mettent de la musique à cette altitude-là, quoi. Ils ont craqué, quoi. Donc je continue d'avancer, en essayant de me concentrer, mais vraiment sur des choses qui sont hyper ciblées sur moi. C'est, allez, vas-y, pose ton pied là, maintenant tu le remets là, tu avances ta jument, tu poses ta jument, tu prends le temps de souffler. Et en fait, je m'étais dit, bon, maintenant, tu relèves plus la tête. Je relève la tête. Et là, je vois deux ombres au loin avec des lumières. Donc je me dis, ça va être des alpinistes. Et je les vois porter quelque chose de lourd. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Il y en a un qui doit être pas bien. Enfin, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils vont réussir à l'aider. Et là, je vois le gars qui me double. Donc je vois d'abord son visage. Et je le vois à vélo, quoi. Et là, je m'arrête, je dis, mais le mec, il est à vélo, quoi. Et je me tourne vers Mingmar, je lui cause en anglais. Et je dis, man in bike, quoi. Puis il me dit, non. Et à un moment donné, en fait, j'ai l'impression de m'entendre parler et je me dis, mais t'es complètement folle, quoi. T'es en train de perdre la boule, quoi. Mingmar s'arrête et il me dit, non, mais là, Ox, quoi. Je pense que j'ai pris peut-être 1-2 minutes de réflexion sur place en me disant, mais soit j'arrête là, je descends, il n'y a pas de sommet, il n'y a rien, et du coup, il n'y aura pas d'Ox, mais en vrai, je descends. Soit j'arrête une partie du projet, c'est-à-dire d'y aller sans oxygène, mais j'essaye au moins d'y aller avec l'oxygène. Je fais un oui à Mingmar et il me déclenche l'oxygène en urgence. Donc c'est-à-dire qu'ils me mettent le masque sur le nez, ils le bombardent au début pendant quelques temps, vraiment l'histoire que ça me remette d'aplomb. Parce que j'avais la vision floue, j'avais des hallucinations, j'avais les oreilles qui sifflaient. Tous les signes qu'on ne veut pas avoir quand on est à cette altitude-là, parce qu'on sait très bien que si on les laisse nous gagner, en fait, ils nous emportent. J'ai de nouveau une vision qui est nette. J'ai l'impression que j'ai toutes ces idées, toutes ces images que j'ai vues qui s'ordonnent en me disant ça c'était du vrai, ça c'était de l'hallucination, ça c'était du vrai, voilà. Quand j'arrive au camp 4, j'ai la déception qui prend un peu le dessus. Pour moi, c'est comme si j'avais foiré le Manaslu, quoi. Et puis, on pense à sa famille, on pense aux sponsors, on pense à toutes les personnes qui ont cru en le projet. Et puis je me dis, vaut mieux aller avec l'oxygène, quoi. À 7 h du matin, on est parti du camp 4. Tout long, en fait, je doute. Est-ce que vraiment on va y arriver, quoi? Et à un moment, en fait, je suis tellement fatiguée de me voir fatiguée, ça me remet la patate parce que je me dis, mais en fait, je suis pas arrivée ici pour faire demi-tour et surtout pour avoir l'idée de revenir pour revivre la même chose. Et à un moment donné, je lève les yeux et là, je vois une petite ligne droite de peut-être 20 mètres verticale et je vois les drapeaux. Donc, je sais que c'est le sommet. Je suis fière de moi parce que j'ai tenu, quoi. Et il y a eu juste une petite heure ou deux avec de l'oxygène, on va dire. Plus, hein. Ok, bon. Donc j'ai dû faire 15 heures sous ox. Ok. Est-ce que là, avec le recul, tu vois cette expédition comme un échec? Au contraire. C'est pas comme si j'avais réussi quelque chose, mais en tout cas, pour moi, c'est une expédition où j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que là, maintenant, je sais ce que je veux pas. Et là, pour moi, ce qui a été délétère, c'est l'organisation. Le fait de ne pas avoir de temps de récupération, de vrai temps de récupération, pour moi, c'était pas bon. Le fait de ne pas partir plus tôt que ceux qui étaient avec oxygène, pour moi, c'est pareil, j'ai pas compris. Le fait de se dire on va se bouffer 1300 mètres de dénivelé sans ox, alors que c'est à la partie la plus haute, pareil, en tout cas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Are you okay with your family yak in bag? Super Mingmar. Ok.
pique un peu la descente. Et donc on descend et du coup tous les chemins pentus de l'allée, on se les prend en descendant. Peu de temps après le sommet, en fait, j'avais enlevé l'oxygène. Le fait d'avoir enlevé l'oxygène aussitôt, je pense que ça n'a pas été une très très bonne idée parce que ça m'a coûté pas mal d'énergie et je pense que j'aurais pu arriver un petit peu plus fraîche au camp 3 si j'avais continué avec l'oxygène. Et quand enfin je vois les tentes du camp 3, je me dis putain, ça y est, on arrive. Et quand on arrive au camp 3, il y a de la neige dans la tente. Après, je savais que j'allais récupérer de l'énergie, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire, quoi. Je me dis, mince, ça fait allez, 1 jour et demi que je n'ai pas fait pipi. Il faudrait peut-être que j'aille faire pipi. Et ça attendra demain. J'ai plus envie. J'ai plus envie de rien. Je dis là, je veux juste dormir. Laissez-moi dormir, quoi. On est en train de redescendre. Et le camp 1 il fait un super beau temps. Il neige. Je pense que ça a été le thème de l'expé. Neige, flotte. Je rêve que d'une chose, d'une douche chaude, d'une énorme salade et de rentrer. Je pue la mort. Un scandale. Je crois que je n'ai pas souvenir d'avoir schlingué autant pour les restes. Je pense que oui, mais il y a des choses qu'on oublie. Est-ce que tu te compares aux autres? Pas trop parce que l'autre a son vécu, a sa vie, a ses capacités qui lui sont propres. Et chacun va évoluer dans son projet en fonction de son histoire. Je n'ai pas envie de me comparer aux autres. J'ai plutôt envie d'encourager, les autres à se dépasser individuellement et être une meilleure version entre guillemets de soi-même jour après jour. Et dans ce genre d'expédition, en fait, on apprend beaucoup des autres, mais on apprend aussi beaucoup sur soi, quoi. Oh, Fabienne, welcome home. Congratulations. Yeah. Ah, je pue, hein. Putain, vous sentez bon? Oh yes, I do. Hot shower. Ah, la descente. Hard. Ah, c'était un scandale. Ton genou? Un petit peu mal? Il n'y a plus de genou. Ah, j'ai une entorse à la cheville droite aussi. Ah, c'est super, dis donc. C'est bien. Tu les accumules, non? Ouais, mais tout du côté droit. Je fais les choses bien. Bon. Et je me dis, j'en ai bavé, mais c'était cool, quoi. Est-ce que au Manaslu c'était aussi bondé que l'Everest? C'était différent dans le sens où y avait moins d'agences d'expédition. Mais par expédition, on était vraiment beaucoup plus nombreux. Là, on était 14. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de monde tout le long. J'ai pas l'impression aussi que j'avais fait vraiment très attention à cette sensation de monde et de bouchon. J'étais vraiment dans mon truc et les autres, je les calculais pas trop. Au niveau de l'écologie, à quel point tu penses que c'est une cata de faire des expés comme ça? C'est catastrophique, oui, parce que plus il y aura de monde qui va aller là-bas, plus il y aura ça. Mais la prise de conscience de attention, il ne faut pas tout jeter, il y a des choses c'est biodégradable, il y a des choses non. C'est pas quelque chose qui est culturellement ancré dans la civilisation népalaise, quoi. Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui passe, qu'il y ait de plus en plus de vidéos, au final ça met en lumière un problème qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années là-bas. Ça bouge, mais il y a encore du travail, quoi. Ouais, et puis il y a du travail aussi pour les alpinistes qui vont là-bas et qui vont pas forcément faire attention non plus, quoi. Alors ça, après, c'est de l'éducation, hein. À partir du moment où on va dans un pays étranger, on respecte la culture locale, mais on ne doit pas aggraver les choses. C'est-à-dire que si on a une prise de conscience de l'écologie, qu'il faut faire du tri sélectif, qu'il faut partir avec des choses qu'on ramène, faut le faire, quoi. Faut pas non plus se dire là-bas ils s'en fichent, je fais pareil, je m'en fous aussi, quoi. Le Népal et ses sommets mythiques sont aujourd'hui largement touchés par la pollution et par le dérèglement climatique. L'activité touristique de masse génère des milliers de tonnes de déchets, de plastique et d'hydrocarbures qui viennent s'ajouter à la fonte des glaciers, modifiant les conditions naturelles de la montagne. Chaque année, plus de 200 milliards de tonnes de glace disparaissent. Ce chiffre est alarmant car nos glaciers sont le pilier de notre monde. Sans eux, le niveau des océans grimpe, nos conditions climatiques deviennent de plus en plus extrêmes, la pollution s'intensifie et des espèces disparaissent.
Des associations se mobilisent, les médias commencent à prendre conscience de l'ampleur de la situation, mais cela reste insuffisant. Les gouvernements et les industries de chaque pays portent une grande part de responsabilité, mais il est aussi de notre devoir à tous de continuer à faire pression pour provoquer un réel changement. Le faire pour pouvoir continuer de regarder nos belles montagnes. Parce qu'à la question de pourquoi elle y retourne toujours, la réponse serait qu'on oublie tout pour ne garder que le second souffle que la grandeur de ces géants de roche nous apporte. Quand j'étais petite, je m'étais dit à moi-même, un jour tu y habiteras, mais c'est sûr. C'est obligé, quoi. Même si un jour je me retrouve en chariote, je m'en fiche, je serai en chariote, mais à la montagne. C'est pas grave. Je descendrai plus vite la pente. Futur projet 2026. Si tout se goupille bien, Pakistan, Gasher Brome 1 et Gasher Brome 2. Donc 2 8000 sur la même expédition. Donc à chaque fois, c'est l'envie de découvrir quelque chose, d'apprendre des choses et d'avoir un défi différent du précédent, quoi. Ouais, je pense qu'à partir du moment où j'aurai vraiment une zone pas qui me fait mal, parce que je pense que la douleur, au final, elle fait partie un peu du truc, mais où j'aurai vraiment une grosse impotence fonctionnelle, surtout sur les membres inférieurs, là, je pense que j'aurai pas trop le choix que de lever le pied, quoi. Mais pour l'instant, tant que ça tient... Thank you.